Anne et moi sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui va durer 3/4 d'heure, hein, c'est ça, donc un temps concentré pour aborder cette thématique. Voilà, et donc autour du bien-être au travail et de l'ikigai. Donc ça va se passer en, on va dire, 3 temps, une présentation rapide en fait de notre activité, de nos activités, de qui on est, mais surtout une première présentation du bien-être au travail par Anne, ensuite l'ikigai par moi-même, et enfin un temps de questions-réponses pour vous. Sachant que vous pouvez poser vos questions dans le chat en même temps, il y a peut-être des choses auxquelles on répondra pendant en fait nos interventions, mais autrement on parcourra le chat pour répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu entre deux. Voilà. Donc effectivement, moi je suis ravie d'être avec vous. Je suis aussi ravie que Juliette, notre experte Ikigai. Alors vous allez me dire si vous voyez bien l'écran, c'est bon pour vous? Le partage? Ouais. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Je suis ravie effectivement que Juliette ait accepté ma proposition de ce webinaire qu'on a voulu au lendemain de la Journée mondiale de la santé mentale, sachant que toutes les deux, on est animées par le bien-être au travail et que faire un focus sur cet outil qu'est l'Ikigai nous semblait assez pertinent. Donc, je ne vais pas divulgacher trop le sujet. Comme l'a dit Juliette, on va se présenter. Donc, j'en connais certains d'entre vous ici. Moi, je m'appelle Anne Buteau. Non, c'est ici que ça se passe. Voilà. Je suis donc responsable, co-responsable, co-gérante de ProLive Formation, au sein duquel j'ai créé ProLive Talent. Avant ça, j'étais responsable d'un centre de formation en apprentissage. Donc, ProLive Talent, c'est une solution d'appui aux entreprises et aussi d'accompagnement individuel. Sur le conseil aux entreprises, l'idée, c'est d'apporter des solutions pour attirer, recruter, accompagner et garder les talents d'aujourd'hui et de demain, donc avec des solutions au niveau du recrutement. D'abord, au niveau de la marque employeur pour attirer les talents, au niveau du recrutement, en ouvrant un peu le champ des possibles sur des profils un peu plus vocation que des profils standards et donc augmenter les chances de trouver des bons profils. On a également des solutions liées au bien-être au travail, au onboarding, à l'intergénérationnel, hyper important parce qu'on a à peu près 30% de la population active aujourd'hui qui est senior et qui passe son quotidien au travail avec des générations Z, voire maintenant des générations alpha qui nous arrivent. Et donc des cartes du monde comme ça très différentes qui peuvent venir se télescoper et comment on appréhende ces questions-là pour favoriser au maximum le tutorat, le mentorat, le reverse mentoring, etc. La gestion des compétences aussi et l'appréhension des compétences du futur liées à tous les enjeux technologiques, l'IA, les enjeux environnementaux également, les enjeux sociétaux, et puis des solutions en management, qui sont des solutions pour la plupart sur un catalogue de formation destiné aux managers, mais également de l'accompagnement des managers sur l'organisation du travail. Et puis l'accompagnement individuel, ça va être du bilan de compétences sur lequel on a la certification Calliope, du coaching collectif ou individuel. Le collectif peut se faire en entreprise sur des questions, par exemple, de communication, d'assertivité, de gestion des émotions. Et puis, on a aussi Allego, et Allego, c'est l'orientation scolaire, mais également l'accompagnement des CFA dans leur problématique de sécurisation des parcours des apprentis. Voilà pour ProLive Talent, pour que vous connaissiez qui nous sommes. Et je vais laisser la parole maintenant à Juliette. Donc, à mon tour, merci Anne. Donc, moi, Juliette Maillard-Sobieski, en fait, j'ai créé Inukshuk. Donc, Inukshuk, voilà, vous avez Inukshuk, ça veut dire qui ressemble à un humain. Je ne sais pas si vous le voyez beaucoup. En fait, c'est le logo, c'est-à-dire que c'est un mot inuit qui signifie, en fait, qui ressemble à un humain, qui ressemble à un Inuk, en fait, Inuk étant inuit au singulier. Voilà, donc moi, je me définis comme un panneau indicateur pour accompagner les gens en individuel et en collectif. Donc, vous voyez, là, il y a un panel, ce que je fais, d'orientation des jeunes. Il y a des problématiques sur lesquelles on intervient, en fait, effectivement, Anne et moi, avec des outils complémentaires.
Je fais de l'animation de collectif, notamment de séminaires, en particulier dans l'ESS et auprès des associations. Donc, je travaille aussi à faire des formations en montée de compétences. Je suis effectivement coach aussi, et donc c'est un outil que j'utilise régulièrement dans plusieurs approches. J'aide à la reconversion, puisqu'il y a les jeunes, mais il y a aussi les personnes en reconversion et les personnes plus expérimentées. Et enfin, moi aussi, je fais du bilan de compétences et des formations adaptées en fait à ce qui peut se présenter. Et donc, j'ai développé on va dire mon portefeuille en fonction finalement des opportunités, j'avoue. Donc, mon site est ouvert. Vous pouvez aller voir dans le détail. Et après, j'ai mis sur la slide d'après les outils que j'utilise en particulier. Donc, effectivement, l'ikigai que je vais vous présenter aujourd'hui assez rapidement. Le CISEM, donc, qui concerne les moteurs de l'implication. Aller trouver, en fait, ces motivations profondes. Et enfin, le disque sur la base des insights avec le disque aux 4 couleurs pour mieux se connaître, pour mieux communiquer. Voilà, je pense qu'on s'est présenté. Ok, donc vous savez qui nous sommes. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Vous avez la possibilité de mettre des commentaires ou des questions dans le chat. Soit on y répondra au fil de l'eau parce que ça fait sens d'y répondre tout de suite, soit peut-être que les réponses vont arriver dans notre propos par la suite. Et dans ces cas-là, on les met de côté et on vous répondra après. Mais n'hésitez pas à utiliser le chat. Il n'y a pas de questions pour l'instant? Non, pas de questions. Alors, donc, on y va. Alors, la question du bien-être, pourquoi ça ne passe pas la slide suivante? Ah si, voilà. La question du bien-être mental au travail en question. À partir du moment où, aux 3 questions, où suis-je, où vais-je et à quoi sert, on a du mal à répondre, ou alors si on y répond que les réponses ne sont pas satisfaisantes, ça peut générer un mal-être mental au travail. On parle bien de la réponse à ces questions-là dans le cadre professionnel. Hein. Donc, la notion de bien-être au travail, ça va vraiment faire référence à un sentiment d'être à sa place, de savoir dans quelle trajectoire on se situe, de se sentir une utilité, ça va générer de la satisfaction et de l'épanouissement. Les données qui sont celles des études les plus récentes ne sont pas forcément très satisfaisantes. On se rend compte qu'il y a la moitié des salariés qui estiment être en détresse psychologique au travail, c'est quand même beaucoup, et plus de la moitié des Français envisagent une évolution de carrière, une transition. Ceci explique peut-être cela. Et un chiffre aussi, c'est 86% des Français qui considèrent que l'entreprise est responsable de leur santé mentale. Ça peut paraître un peu stigmatisant, dit comme ça, de mettre la responsabilité sur l'entreprise, mais il faut plutôt le lire, l'interpréter comme étant une attente forte de la part des salariés, de la prise en compte, de la considération de leur bien-être dans le cadre du travail, des preuves qu'ils peuvent recevoir que l'entreprise met en place des dispositifs qui permettent la prise en compte de leur santé mentale au travail. Bien entendu, tout ne repose pas sur l'entreprise. Et chacun est aussi acteur de son parcours, chacun est aussi acteur de son bien-être et de ses choix. Néanmoins, voilà, il doit y avoir une alliance qui aille dans ce sens. 92% des personnes qui sont interrogées également se disent en quête de sens. En quête, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sens, hein, mais en tout cas, ça fait partie des leviers de moteur pour eux que de trouver du sens dans ce qu'ils font. Et puis tout ça, ça a un coût, puisque selon l'OMS, c'est la première cause des arrêts de travail de longue durée. Donc, il y a un intérêt vraiment général pour tous à travailler sur cette question du bien-être. Alors, pourquoi le bien-être mental il pose autant de questions? Quels sont les leviers? On peut les retrouver dans les 4 grands champs de la qualité de vie au travail. Voilà. Puisque finalement, bien-être, santé mentale au travail, qualité de vie au travail, risques psychosociaux sont des concepts qui sont à la fois séparés et très imbriqués les uns dans les autres. Là, ici, on a les 4 grandes dimensions qu'on observe dans les démarches de qualité de vie au travail. Et pour travailler sur le bien-être, on peut aller s'interroger soit individuellement, soit collectivement, si on prend la casquette du responsable d'entreprise ou du responsable RH, c'est est-ce que l'individu il se sent bien dans ce qu'il fait, est-ce qu'il est en adéquation avec ses tâches, est-ce qu'il se sent compétent pour ce qu'il fait, est-ce qu'il a la capacité de développer ses compétences et d'aller plus loin dans son potentiel, est-ce que sa charge de travail elle est OK ou est-ce qu'elle est trop ou pas suffisamment chargée, est-ce que son rôle est clair,
Est-ce qu'il reçoit du feedback sur ce qu'il fait? Donc, est-ce qu'il a les bons repères? Il est au bon degré d'autonomie, ni trop, ni pas assez? Est-ce qu'il se sent en sécurité dans l'emploi, hein? On parle d'employabilité, pas forcément dans son emploi. Ça, c'est pour le champ du travail. Est-ce que aussi il reçoit du soutien, de la reconnaissance de la part de ses pairs, de la part de sa hiérarchie, peut-être de ses clients? Est-ce qu'il a un sentiment de justice et d'équité? Est-ce qu'il se sent en sécurité dans les relations professionnelles, si par exemple il est en relation avec des usagers ou des clients? Les conditions d'exercice aussi, ça fait partie des leviers du bien-être, hein, l'environnement physique, le bruit, la température, les odeurs également, la propreté, l'hygiène, l'ergonomie, la sécurité physique, les cadences. Et le dernier champ, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie privée, qui prend de plus en plus d'importance. L'effet Covid joue beaucoup, mais aussi l'impact des nouvelles générations qui nous arrivent aussi, ça fait bouger les lignes, avec l'impact des horaires de travail, la flexibilité du temps et aussi la visibilité, l'anticipation sur ma vie personnelle, parce que je connais à l'avance mon organisation au travail. Tout ça, ça va générer soit un sentiment vis-à-vis de l'intensité de chaque facteur, des exigences aussi, surtout émotionnelles, un sentiment de manque, ça peut générer du conflit, ça peut générer de l'insécurité également. Et c'est très subjectif, c'est propre à chacun. Chacun va réagir à sa manière et va ressentir les choses à sa manière. Et dans le même contexte, une personne va bien vivre un environnement et une autre beaucoup moins. Donc ça demande beaucoup d'écoute pour appréhender ces choses-là. Et à partir du moment où une de ces dimensions sera insatisfaite, l'individu va aller soit surinvestir une autre dimension, mais en tout cas, adopter un certain comportement qui peut être celui de la fuite. Enfin, c'est les 50% des gens qui envisagent un changement, c'est que probablement, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas nourris dans certaines de ces dimensions-là. Mais ça peut être aussi de la passivité et puis leur potentiel qui va s'éteindre. Hein. Ça peut être aussi du sabotage, de la rétention d'informations ou bien être moins performant, lever le pied en se disant après tout… Voilà, donc il y a vraiment un intérêt, encore une fois, pour tout le monde, de s'intéresser à ces questions et d'aller interroger ces grandes dimensions. Le fil rouge dans tout ça, bon, encore une fois, c'est le sens. C'est le sens qu'on va mettre sur chaque dimension. En tout cas, comment ces dimensions vont mettre du sens sur les questions qu'on a posées au début. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que l'environnement qui m'est proposé me convient bien? Est-ce que je me sens bien utile dans ce que je fais, bien compétent, etc. etc. Je ne vais pas les refaire tous. Alors, pour mettre en place une action, on s'inspire ici des étapes, des phases de prévention des risques psychosociaux. Je n'ai pas pris volontairement la phase tertiaire qui est pour moi plus du curatif que de la prévention, mais on peut d'ores et déjà rentrer dans une démarche d'action primaire qui vise à vraiment favoriser le bien-être au travail. Soit par exemple en ayant des process de recrutement qui garantissent au maximum d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, soit en ayant, c'est pas soit, c'est et en ayant un bon système d'accueil et d'intégration des nouveaux venus pour qu'ils se créent une identité et qu'ils se sentent vraiment à leur place dans l'entreprise, qu'ils intègrent également la culture et qu'ils s'identifient aux valeurs de l'entreprise. La gestion des compétences tout au long du parcours du collaborateur, l'organisation du travail aussi pour que les avantages et les inconvénients n'aillent pas toujours au même et que ce soit équitablement réparti et qu'il y ait un bon système de reconnaissance individuelle et collective. Ça sont j'ai mis 3 petits points parce que ce n'est pas les seules actions qu'on peut mener. Puis après, il y a l'action secondaire, c'est quand on identifie qu'un individu ou un groupe d'individus est en mal-être au travail et c'est quelles actions je vais mettre en place pour corriger ce mal-être par de l'accompagnement, par de l'écoute, voire de l'orientation. Donc, les solutions, elles sont diverses. Pour les individus, ça peut être le bilan de compétences, on en a déjà parlé, le coaching également, la formation. Et pour l'organisation, ça va être d'abord faire un diagnostic et derrière mettre en place des plans d'action, plus à viser management, ou plus à viser gestion des compétences, plus à viser organisation du travail. Tout ça pour permettre
au final la bonne réponse aux questions dont on a parlé. Et si on arrive à bien répondre à ces questions-là, où suis-je, où vais-je et à quoi sers-je, et on pourrait rajouter dans quelle étagère, c'est-à-dire en étant dans le bien-être, eh ben, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on se rapproche de son ikigai et la transition va être toute faite. Je vais laisser la parole à Juliette pour vous présenter cet outil-là qui peut être un des outils mis à disposition pour travailler sur le sens. Tout à fait, effectivement. Merci Anne. On a vu qu'effectivement, le sens, c'est vraiment, comme tu l'as dit, le fil rouge effectivement du bien-être au travail. Ça ne résout pas tout, mais si on a du sens, on est au clair avec ce qu'on attend de notre travail et ce qu'on doit y fournir, logiquement, on a plus de chances de se sentir bien au travail et donc d'être dans la thématique d'aujourd'hui, d'être dans le bien-être. L'ikigai est un outil parmi d'autres. Pour moi, c'est effectivement un outil puissant qui est plutôt un outil individuel, effectivement, à vocation individuelle, c'est-à-dire qu'on va plutôt être du côté de l'individu. Néanmoins, il peut être proposé par l'entreprise. L'entreprise de la structure employeuse peut proposer, de la même façon qu'elle peut proposer un bilan de compétences à un de ses salariés ou une de ses salariés. Ça peut être aussi de travailler sur son ikigai et de trouver son ikigai. Donc, ikigai, si on rentre un peu plus dans le détail. Donc, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est inspiré de la sagesse japonaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le concept d'ikigai vient de deux mots japonais. De la même façon que tout à l'heure, je parlais de inukshu, qu'on n'est pas sur le même continent. Mais néanmoins, c'est la contraction des vocables iki, qui signifie la vie, et gai, ce qui a de la valeur et ce qui vaut la peine. L'ikigai, en fait, ça va représenter pour les Japonais l'idéal qui nous motive pour nous lever le matin. Pourquoi on se lève le matin? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a envie de se lever? Je ne vais pas revenir sur en fait, l'origine même et les détails, mais allez voir en fait, sur Internet, c'est hyper intéressant. Il montre bien qu'il y a des endroits, en fait, mais pas seulement au Japon, y compris dans plusieurs parties du monde, où les personnes vivent vraiment, sont des super centenaires et vivent très âgés. Et en fait, ils se rendent compte que c'est la combinaison de plusieurs conditions qui font que ces personnes vivent plus longtemps, sont plus heureux. Et donc, en fait, aujourd'hui, en fait, on va aller voir dans le détail comment on peut trouver son ikigai. On parle de trouver son ikigai. Moi, j'aime bien dire trouver aussi sa mission de vie. Et donc, un équilibre. L'idée, c'est de trouver l'équilibre de joie et d'épanouissement, que ce soit dans son travail, mais aussi dans sa vie de tous les jours. On est vraiment dans une approche qu'on peut caractériser d'holistique. On va être bien au travail, mais en fait, quand on est bien au travail, c'est qu'on est bien aussi dans sa vie et on est bien en fait dans tous les environnements qui nous concernent. Donc, une fois qu'on sait pourquoi on se lève le matin, l'idée, c'est de pouvoir exercer avec talent une activité qui nous remplit de joie et qui nous apporte aussi quelque chose d'utile. Utile pour nous, mais aussi utile à nos semblables. C'est ce qu'on appelle aussi le sens que ça peut avoir pour nous et pour notre environnement. Chacun d'entre nous possède un ikigai qui lui est propre et qui constitue sa raison d'exister. Okay, donc, ça veut dire qu'on a tous et toutes de quoi travailler et quelque chose, un but à atteindre, un but qui sera notre équilibre de joie et d'épanouissement. Donc, on va rentrer dans le détail de cet ikigai. Donc, voilà, une slide qui va… Sur la gauche, vous avez effectivement les 4 approches qui composent l'ikigai. Et à droite, vous avez en fait, c'est peut-être un dessin que vous avez déjà vu, les 4 cercles qui vont nous donner à leur intersection l'ikigai. C'est vraiment la recherche et l'objectif de pouvoir combiner 4 approches complémentaires. Mes talents, donc mes talents, ça va être ce pourquoi je suis douée. Vous voyez, c'est le cercle de gauche, le cercle jaune ici. Ce dans quoi j'excelle. On a tous et toutes des compétences, des domaines dans lesquels on excelle. On va combiner ça avec le cercle du haut, le cercle bleu, qui concerne ce que j'aime, mes goûts, ce que j'aime particulièrement. À chaque fois, on va aller chercher des points très particuliers. On croise ça également avec le cercle rose sur la droite, qui correspond aux besoins du monde, ce dont le monde a besoin. Si je fais quelque chose qui n'a pas de sens pour le monde ou qui n'a pas d'intérêt, en fait, ça ne servira pas à grand-chose. D'où l'importance de croiser avec ce 3e cercle, qui pour moi représente aussi le sens, puisque c'est
c'est vraiment particulier à chacun et chacune. Et enfin, on va aller croiser ça avec le 4e cercle, le cercle violet, ici sur l'image, qui concerne ce pourquoi je peux être payé, ma rémunération. En effet, si vous faites quelque chose pour lequel vous êtes doué, que vous aimez beaucoup, particulièrement, ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire qui correspond aussi à un besoin, mais que vous n'êtes pas payé pour ça, ça s'appelle du bénévolat. C'est très bien, mais par contre, ça ne va pas vous nourrir beaucoup, et en particulier votre famille. Pour avoir son ikigai, il faut combiner ces quatre approches. Voilà. Comment on travaille là-dessus? Parce qu'il ne suffit pas de se dire, bon, ben voilà, je vais compléter mes 4 cercles. Et là, en fait, c'est une approche par le coaching. C'est pour ça qu'on en parlait avec Anne, toutes les deux, on est coach. Et en fait, pour aller étudier chacune de ces sphères, en fait, c'est des cercles, il faut imaginer ça en 3 dimensions, et ben, on va aller être coaché par quelqu'un. C'est-à-dire que la personne va travailler ces différentes approches de son côté. Et en fait, au cours de séances de coaching, le coach ou la coach, moi en l'occurrence, j'accompagne par exemple la personne qui vient chercher son ikigai, qui recherche son ikigai, et on va en fait, par le biais d'outils et de séances de questionnement et de coaching, pouvoir avancer et creuser pour aller trouver cet ikigai au cours de ces différentes étapes. Alors, pour être juste un peu plus précise, moi, je ne travaille pas sur les 4 cercles en même temps. Je vais d'abord travailler sur un cercle, puis sur le 2e cercle, puis sur l'intersection de ces 2 premiers cercles. Donc, en général, on commence sur ce pourquoi je suis doué, ce que j'aime, pardon. Ensuite, ce pourquoi je suis doué. Ensuite, on va les croiser avec le 3e cercle qui concerne les besoins du monde. Et enfin, le 4e cercle qui concerne la rémunération. On va vraiment avoir ces approches itératives pour aller de plus en plus dans le détail et dans l'objectif à atteindre qui est de trouver son ikigai. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, maintenant que je vous ai expliqué brièvement cette approche de l'ikigai, je souhaitais insister sur 2 impacts qui me semblent importants en fait et qui sont en lien aussi avec le bien-être au travail qui nous rassemble aujourd'hui. C'est qu'en fait, l'ikigai va donc vous donner votre mission de vie. Pour moi, c'est important d'avoir ça, c'est-à-dire que ça va être un ensemble. Ce n'est pas un métier qui va en ressortir. On peut en fait faire un bilan de compétences basé sur l'ikigai et on peut aussi faire un bilan de compétences qui va être plus classique, de détail des compétences que chacun et chacune a pu acquérir pendant son parcours professionnel, etc. Là, on va vraiment arriver à une mission de vie qui va être déclinable en objectifs à court, moyen et long terme. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas mettre en place tout de suite. Néanmoins, à l'issue en fait de cet accompagnement en ikigai et de cette recherche d'ikigai, vous ne restez pas en fait avec juste un objectif. Vous allez avoir à faire un plan d'action et à le décliner. Et ça, c'est commun avec le bilan de compétences aussi. Est-ce qu'il y a des formations à faire? Comment je me projette à 2, 5 ans, 10 ans, voire plus? Parce que en fait, ça nécessite du temps. Si vous voulez vous réorienter, si vous voulez accéder à une nouvelle organisation, vous avez besoin de peut-être vous former. Et du coup, cette formation, c'est 1 an, des fois 6 mois. Il y a des formations courtes, mais parfois, on peut aller, je pense à de l'art-thérapie. Je connais une dame, elle a mis 3 ans pour faire de l'art-thérapie. Et du coup, c'est un projet qui se monte et qui doit s'organiser. Donc, à l'issue de la définition de cet ikigai, vous avez votre plan d'action dans ces 3 dimensions. Un deuxième point important par rapport au bien-être au travail, j'ai réfléchi et je me suis dit en fait, l'entreprise, ce que montrait tout à l'heure Anne, ça montre que l'entreprise a un rôle important pour assurer le bien-être de ses salariés. On a vu qu'effectivement, les salariés estiment pour la grosse majorité que l'entreprise doit tout ça. Néanmoins, sur le principe, ça paraît un peu compliqué de pouvoir répondre à des besoins que l'entreprise ne connaît pas complètement. On peut connaître les besoins d'un salarié, d'une salariée, peut-être en termes de compétences techniques, de souhaits d'évolution, même si ça demande aussi effectivement d'échanger. Mais tout ce qui est autour, concernant le sens, concernant tout ce qui est ce que la personne aime, même au-delà des compétences techniques, l'entreprise n'a pas forcément connaissance de ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi proposer à un salarié ou une salariée de suivre cet ikigai avec un détachement, puisque l'ikigai, c'est une mission qui va être faite ça va être un travail qui va être fait par l'individu. Mais l'objectif, c'est qu'après, l'entreprise puisse
accompagner le salarié ou la salariée dans ce projet à court, moyen et long terme, si c'est possible. Parfois, on pense qu'avec un bilan de compétences, forcément, on va quitter la structure dans laquelle on est. Mais ce n'est pas toujours le cas, même loin de là. Hein, tu as beaucoup d'expérience là-dessus, Anne. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à un besoin. Et si la personne vient en disant, moi, à moyen terme, j'aimerais pouvoir changer de travail ou changer de périmètre, et ben, l'entreprise est aussi là pour pouvoir dire, oui, je peux te proposer ça, je peux t'accompagner, ou non, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on développe dans l'entreprise, ou ce n'est pas quelque chose qui est envisageable. Et donc, pour moi, je me dis que c'est vraiment la possibilité pour les salariés qui vont travailler sur cet Ikigai de remobiliser. Et quand on a du sens, qu'on sait vers quoi on veut aller, et ben, en fait, on dit toujours qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui ou celle qui ne sait pas où elle va, où il va. Ben, quand on le sait, c'est beaucoup plus facile. Absolument. Ça permet vraiment d'être aligné et d'avoir des collaborateurs qui sont alignés, qui savent ce qu'ils veulent, qui connaissent leur potentiel et qui savent dans quelle direction ils veulent aller. Ça permet aussi quelque chose de très précieux pour l'entreprise, c'est d'avoir une bonne connaissance des potentialités à leur disposition. Et ça c'est une richesse. Après, l'ikigai, il peut aussi s'appliquer à l'entreprise dans son intégrité. Il y a des entreprises qui deviennent des entreprises à mission, c'est-à-dire qui intègrent dans leur finalité une mission. Et finalement, c'est leur ikigai. Hein, c'est exactement ça. Si on prend un peu de recul par rapport à ça, c'est une démarche ikigai pour l'entreprise. Et ça aussi, c'est porteur de sens pour des collaborateurs d'être dans une entreprise qui elle-même a compris son ikigai. Parce que pour le coup, tout le monde est aligné. Tout à fait. Et parfois, l'ikigai des salariés peut aussi impacter le choix et l'orientation de l'entreprise. C'est peut-être pas vrai pour des grosses entreprises, mais pour des entreprises à taille plus réduite, ça peut être effectivement l'occasion. Alors, est-ce que vous avez des questions Ouais, donc là, il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble pour des questions et des réponses. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Vous pouvez aussi, parce que maintenant qu'on a fini, prendre la parole à l'oral et pas forcément dans le chat. Allez-y. Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour cette présentation. Je me présente Alain Heureux, je suis président de l'association Job Story. La finalité, c'est d'accompagner les cadres et demandeurs d'emploi, ce que l'on dit dans le langage courant, et aussi avec un gros projet pour accompagner les jeunes qui sortent, les jeunes diplômés, des écoles d'ingénieurs et masters, enfin ce public. Alors moi, je suis très intéressé par ce que vous avez évoqué. Une question précise, non, mais moi, il y a des choses qui me parlent parce que les personnes qu'on accompagne, effectivement, ont subi certaines choses, ont mal vécu. Donc, c'est de dire comment, et moi, je souhaiterais vous rencontrer toutes les deux pour que je vous présente plus en détail le projet futur de Job Story et de voir comment votre approche et vos outils peuvent matcher avec notre accompagnement. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Alain. Voilà, donc c'est en plein d'actualité. Donc, il faudrait plus de temps, je ne veux pas monopoliser la parole. Mais voilà, donc à vos agendas, vous dites quand vous êtes disponible. Après le webinaire. Juliette a mes coordonnées. On te recontactera avec plaisir. Voilà. On avait une question de Ludovic. Est-ce que l'ikigai peut-il être une prévention du burn-out? Alors, en fait, par rapport à cette question, le burn-out ou le bore-out ou le burn-out, en fait, sont des situations effectivement dans lesquelles, et je laisserai aussi Anne compléter, les personnes ne vont déjà pas très bien. Moi, ce que je me dis, c'est que ça peut être en fait une intervention, enfin, un travail à faire sur soi en amont. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a les premiers signes d'un mal-être mental, parce qu'on parle de bien-être, mais c'est parce qu'il y a aussi des gens qui ne se sentent pas bien. Dès que
le corps commence à nous parler, que éventuellement des situations nous bloquent ou qu'on ne se sent pas très bien. Et je crois que d'ailleurs, tu proposeras aussi un test en fait pour savoir si on a besoin d'un bilan de compétences. Ça peut être l'occasion de s'interroger, de ne pas attendre d'être effectivement dans une situation très, très compliquée au niveau professionnel. Est-ce que tu veux ajouter Oui, alors ça peut être vraiment une réponse à beaucoup de choses, de travailler sur cet alignement dont on a tous besoin. Après, le burn-out peut aller chercher son origine dans beaucoup de choses et des choses qu'on ne maîtrise pas. Hein. C'est pas les problèmes de santé de nos proches ou des choses comme ça qui peuvent nous conduire aussi à des situations de burn-out. Mais pour autant, c'est une démarche très saine que de rentrer dans ce questionnement et ça résout quand même pas mal de problématiques qui peuvent effectivement être à l'origine d'un burn-out. Parce que si on n'est pas bien, si on n'est pas à sa place, si on n'a pas pris conscience de tout ça, ça peut nous conduire inexorablement vers un épuisement. Tout à fait. Il y avait une autre question, c'était est-ce pris en charge par le CPF? Alors, ça peut être pris en charge dans le CPF, en particulier dans le cadre d'un bilan de compétences basé sur la recherche de son Ikigai. Moi, j'utilise en fait un outil qui est la box Ikigai et je l'ai fait rentrer dans un bilan de compétences. Donc, c'est possible d'utiliser son CPF pour faire un bilan de compétences basé sur l'Ikigai, en fait. Combien de temps dure la démarche Ikigai pour une personne? Alors, moi, avec la méthode que j'utilise, c'est une méthode qui nécessite 10 séances d'à peu près 1h30 et on est sur un montant de 2 000 €. Voilà, ça peut se faire en distanciel ou en présentiel. Mais c'est 10 séances d'1h30 et je recommande en général on va dire une séance tous les 15 jours à peu près. Enfin, c'est comme ça en tous les cas que moi j'ai vu des résultats. Quand on pense avoir trouvé son Ikigai, mais que l'environnement de travail ou les contraintes horaires ne vont pas, faut-il abandonner son Ikigai? Eh bien, justement, non. Selon moi, non. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire que on a trouvé son Ikigai, on sait vers quoi on veut aller et c'est clair. Maintenant, moi, je dis qu'il faut vraiment pouvoir faire un plan d'action. Quelle va être ma première étape? Qu'est-ce que j'accepte et pourquoi? C'est-à-dire que si aujourd'hui, mon environnement de travail ou mes contraintes ne conviennent pas, qu'est-ce que je me fixe comme objectif? J'ai besoin peut-être d'argent pour changer de travail, ou j'ai besoin de temps, ou j'ai besoin d'une organisation, ou j'ai besoin d'une formation. Qu'est-ce que j'accepte jusque quand? J'accepte pendant 5 minutes, 10 minutes, enfin, pendant 2 ans, j'étais en train de regarder la petite main, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, comment je planifie en fait la suite? Peut-être de modifier mes conditions de travail dans la structure ou bien de me dire dans quelques temps, je partirai et je ferai autrement, mais j'ai préparé la suite. Est-ce que ça répond, Diane, à votre question? Ok, super. Il y a Elodie. Est-ce que l'ikigai évolue au long de la vie avec nos propres évolutions personnelles? Alors oui, il y a des suivants, effectivement, si on le fait tout au début de sa carrière professionnelle ou si on le fait beaucoup plus tard, il y a des choses qui évoluent. Néanmoins, en fait, c'est quelque chose qui est assez stable. À partir du moment où on a, on va dire, un petit peu de maturité, c'est quelque chose, enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on dit habituellement, il ne va pas forcément évoluer de façon très importante. Sauf, comme beaucoup de choses, en fait, beaucoup de constantes, en cas de on va dire, de drame ou de changement très important. Ça peut être des maladies, des deuils. Enfin, il y a des choses qui nous bouleversent et qui peuvent faire changer profondément peut-être des valeurs ou des données qu'on a en soi. Donc, ça peut évoluer, mais habituellement, ça peut être positif et effectivement, ça peut être un enfant ou des enfants. Voilà. Donc, ça peut évoluer, mais on dit que ça évolue peu finalement. Sophie a levé la main. Oui. Bonjour. Ah, bonjour Sophie. Bonjour Anne, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à l'ikigai. Est-ce que la méthodologie, si on peut appeler une méthodologie, a été testée, enfin en tout cas approuvée auprès de publics type alternants, apprentis, notamment auprès de CF1. Je travaille dans le domaine de l'alternance et de l'apprentissage. Donc j'avais un peu cette curiosité. Ah oui, clairement, c'est un bon public pour utiliser. Ils sont très sensibles
Moi, je sais que l'ikigai, donc quand j'étais directrice du CFA, dans un cours, c'est un cours de management où ils étaient amenés à travailler sur la connaissance d'eux-mêmes et on leur avait proposé de travailler sur leur ikigai et ils avaient adoré ça, hein, clairement. Et je pensais peut-être aussi particulièrement parfois sur, on sait que dans l'alternance aussi, parfois on a des jeunes qui sont en recherche de sens aussi hein, dans ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que ça prend la forme potentiellement aussi d'accompagnement individuel au-delà du parcours de formation qui, voilà, qui peut intégrer peut-être cet accompagnement-là? Clairement, ça peut être intégré dans une démarche d'orientation. Tout à fait. Ça, c'est un outil. De toute façon, toi, tu l'utilises aussi dans tes démarches d'orientation, hein, qui peut être adapté. Alors, il y avait une question justement sur l'âge. On va l'utiliser, on va l'appréhender différemment selon l'âge du. C'est pas tout à fait la même utilisation. C'est pas tout à fait la même utilisation. Je vais te laisser compléter. Mais oui, en tout cas, les jeunes apprentis, c'est un excellent public. Ils sont très, très réceptifs à cette façon d'appréhender les choses. Donc, y compris en fait les étudiants et étudiantes, parfois les lycéens, lycéennes, mais bon, je n'encourage pas pour les collégiens, collégiennes, mais par contre, à partir du lycée et même pour les étudiants et étudiantes, par contre, on n'est pas sur la même formule que celle que j'évoquais, ça ne va pas être 10 séances, on va être sur 3, 5 séances, beaucoup plus rapides et beaucoup plus applicatives en fait sur le court terme. Merci pour vos réponses et puis intéressé peut-être pour échanger aussi lors d'un temps individuel, on va dire. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir, merci. Une autre Sophie qui doit filer. Oui. D'accord, super, merci Sophie. Donc, on n'a pas encore mis un lien dans le commentaire sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir nous laisser toutes vos coordonnées. Donc, je vais sortir. Non, la suite, c'est le dernier. Parce que je voulais peut-être mettre le lien pour ceux qui partaient. Ah oui. Pour s'inscrire, parce que s'il y en a qui veulent partir, je vais vous mettre un formulaire qui vous permettra de recevoir des ressources. On va mettre à votre disposition une fiche Ikigai et un petit test aussi que vous pouvez utiliser pour vous-même ou pour vos collaborateurs ou peut-être pour vos proches, pour se poser quelques questions, de savoir si on a besoin ou pas de faire un bilan de compétences. Donc, je vais vous mettre immédiatement le lien, comme ça, ce sera fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant que je vous mette le lien dans le chat? C'est clair. C'était super clair. Non? Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? On a encore quelques minutes. On est à votre disposition. Alors, plusieurs métiers Ikigai d'après vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Diane, si vous voulez prendre la parole? Bonjour. On a fait le même métier, Juliette. Je ne sais pas si vous. Diane, si, bien sûr. Hein. C'est ton nom de mariée. Tout à fait. Et justement, moi, j'hésite beaucoup entre la naturopathie et la conduite de travaux, qui sont deux métiers complètement différents. Effectivement, la naturopathie, il y a la partie financière qui est vachement moins fun que la partie ingénieur BTP. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a plusieurs métiers qui peuvent rentrer un petit peu dans ces différents cercles. Et du coup, je trouve que c'est pas toujours simple de savoir est-ce qu'il y a plusieurs endroits où on pourrait être à la bonne place quand même, ou est-ce qu'il faut se concentrer sur un seul axe? C'est intéressant. Oui. En fait, pour le coup, je pense que moi, je me définis comme slasheuse. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Donc, j'ai plusieurs activités et je me dis, dans mon esprit et dans mes convictions, il y a possibilité de faire plusieurs choses. C'est-à-dire que tout n'est pas incompatible. Tu ne vas pas choisir qu'une activité. Tu peux te dire que si la naturopathie t'intéresse, ça peut être un complément pour le moment
peut-être au bout d'un moment faire un biseau pour peut-être faire moins dans le bâtiment ou moins comme, après ça dépend du métier, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais tu vois, tu peux faire prévoir dans quelques années comment tu veux évoluer. Je ne sais pas si tu as déjà fait ta formation de naturopathie ou si tu l'envisages, tu vois, et ça peut être quelque chose que tu vas mettre dans le temps et tu ne vas pas quitter ce que tu aimes, mais par contre, tu sais pourquoi cette partie-là, tu la gardes ou cette partie-là, tu la gardes. Et dans quelques temps, quand est-ce que tu vas basculer plus vers l'un ou plus vers l'autre? Je ne sais pas si je suis claire quand on pourra en parler. C'est clairement la stratégie que j'ai mis en place aujourd'hui. Mais du coup, on est d'accord que ces deux métiers-là, au final, peuvent être tous les deux en Ikigai, même s'ils sont très différents. Ah ben, après, oui, c'est parce que ce que tu aimes, il y a sûrement des choses qui sont en fait communes aux deux, mais il y a, après, je vais te dire, c'est un peu compliqué d'exercer les deux. Il y en a un que tu vas faire toute la semaine et la nuit, entre guillemets, et l'autre le week-end. Mais l'idée, c'est plutôt de savoir dans quelques temps comment tu te projettes par la suite. Parce que la naturopathie, ça peut être aussi quelque chose que tu fais en parallèle et que tu fais évoluer. Enfin, c'est vraiment une question de balance. Et moi, ça ne me choque pas qu'effectivement, dans ton Ikigai, il y ait plusieurs métiers. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir plutôt quelle est ta mission, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas que des métiers. Des métiers, c'est ponctuel. Pourquoi? Dans quel but, en fait? Qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce que ça te rapporte, ces deux choses? Quel est vraiment ton but, en fait? Et ça, ce serait intéressant de le savoir. J'entends que le côté BTP, c'est aussi une question de rémunération. Pas que, sûrement. Mais est-ce que ça nourrit les quatre? Tu vois, est-ce que ça nourrit les quatre? C'est là où ce serait intéressant de savoir en quoi ça nourrit les quatre cercles. Est-ce qu'il n'y a pas un cercle qui est oublié là? Je peux vous donner un exemple concret de quelqu'un que j'ai suivi en bilan de compétences, qui se reconnaîtra peut-être, qui avait plusieurs casquettes à son actif, notamment infographiste et enseignant en infographie, et qui, quand on s'est rencontrés, vivait une forme de frustration de sa situation multicasquette, sachant qu'il avait un don pour la photographie, et c'est un artiste aussi, qu'il n'assumait pas parce que ce n'était pas rémunérateur pour le coup. Il n'y avait pas la bulle. Voilà. Eh ben, on a travaillé là-dessus ensemble et là, on s'est revus pour un bilan à 6 mois et il a réinvesti sa passion de la photographie et ça lui a permis de consolider les deux autres métiers pour lesquels il est doué et dans lesquels il prend plaisir à faire, mais qui ne pouvaient pas suffire à son Ikigai. Il manquait vraiment de pouvoir vivre pleinement et de manière assumée cette autre activité qui était la photographie. Donc voilà, l'ikigai, effectivement, il peut contenir plusieurs talents, il peut contenir plusieurs choses qu'on aime et que je sois. Donc il s'est reconnu. J'ai l'impression. Voilà. Voilà, donc c'est ça, l'ikigai, effectivement, il contient beaucoup de choses, hein. On peut contenir beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il n'est pas forcément que facile à trouver et que c'est bien de se faire accompagner. Ça, oui, c'est sûr qu'arriver à le faire tout seul, ce n'est pas forcément évident. Merci Étienne. On vous a mis dans le chat là, le formulaire, donc je vous invite vraiment à aller cliquer dessus pour nous laisser vos coordonnées parce que comme beaucoup d'entre vous se sont inscrits via LinkedIn, on n'a pas forcément vos adresses email et ça va nous permettre de vous envoyer donc une fiche Ikigai, de vous envoyer un petit questionnaire, un petit test pour voilà, vous poser des questions par rapport à votre besoin, des fameuses questions outils ouvert et à quoi servent, hein, de savoir si un bilan de compétences, par exemple, pourrait être la solution. Et on vous enverra aussi le replay que vous pourrez partager, parce que peut-être vous avez des collègues que le sujet pourrait vous intéresser. Puis comme ça, vous pourrez nous dire si d'autres événements du même genre peuvent vous intéresser. Dans ces cas-là, eh ben, on vous conviera à la première occasion. À bientôt. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions a posteriori. On sera un plaisir d'y répondre. Merci, à bientôt.